Des foules qui célèbrent un cessez-le-feu dans les rues du Liban, pendant que, dans l'ombre, t'as des rapports qui parlent de transfert d'une espèce de poussière nucléaire. Bienvenue dans notre décryptage d'aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. Salut Sam, ouais, je suis prête à plonger là-dedans parce que le menu est chargé. Ouais, très chargé. En fait, quand on analyse nos sources du jour, et je pense surtout à cette transcription urgente du bulletin d'information Florida, on se rend compte qu'il n'y a pas de genre de transition douce, c'est brut. C'est ça, c'est complètement brut. L'impression que ça donne, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme lire le tableau de bord d'un avion en plein vol qui subit des pannes en cascade, tu vois. T'as tous les voyants qui clignotent en rouge en même temps. Ouais, j'aime bien cette image. L'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est pas de céder à la panique face à ce déluge d'infos. C'est plutôt de lire les instruments un par un pour comprendre la mécanique. Relier cette géopolitique mondiale instable aux bouleversements nationaux. Et c'est crucial de le faire parce que ces basculements qu'on observe, c'est pas du tout des événements aléatoires, hein. Faut vraiment voir ça comme des plaques tectoniques. Des plaques tectoniques, c'est-à-dire? Une secousse militaire ou diplomatique sur un continent, ça modifie instantanément les équilibres politiques sur un autre. La redéfinition du pouvoir, elle est globale en fait. Et elle se joue en temps réel. Ouais, en temps réel, c'est le mot. Du coup, pour comprendre cette pression, on va d'abord se tourner vers l'épicentre actuel du truc, le Moyen-Orient. Nos documents montrent qu'un cessez-le-feu de 10 jours est en vigueur entre Israël et le Liban. Voilà, 10 jours. C'est précis. Exactement. Et on rapporte des scènes de liesse, de célébration dans les rues libanaises. C'est un répit palpable, quoi. Mais le texte de la source calme tout de suite le jeu. C'est clair. Ça dit quoi exactement? Ça précise que d'autres parties, qui sont mentionnées de façon un peu floue, reconnaissent la trêve, mais préviennent que leurs actions futures dépendront strictement de ce qui va se passer. Il y a aussi des rumeurs d'un accord plus large avec des discussions imminentes. Alors, la vraie clé de lecture ici, c'est ce qui se passe sous la surface pendant ces célébrations. Le bulletin mentionne le maintien d'un blocus naval redoutable. Ouais, un blocus naval, c'est pas rien. Ah ben non, c'est tout sauf passif en fait. C'est un étranglement logistique. Ça veut dire qu'il faut mobiliser en permanence des navires de guerre, des sous-marins, faire de la surveillance aérienne non-stop. Donc la pression reste au maximum. Absolument. La pression militaire et économique est phénoménale. C'est pour ça que l'inquiétude mondiale ne retombe pas d'un cran, même avec ce fameux cessez-le-feu. Mais justement, ce terme de cessez-le-feu, moi, il me pose vraiment question. Souvent, les gens s'imaginent que la paix, c'est un état statique. Genre, on respire, c'est fini. Ouais, on pose les armes et on discute. Voilà. Mais vu les manœuvres décrites dans le bulletin, ça ressemble pas du tout à ça. Pour moi, c'est comme une cocotte minute où tu baisses le feu pendant 10 jours, mais tu relâches pas la valve, tu vois. C'est une pause tactique. Une pause pour se réarmer, oui. Surtout quand on lit les détails technologiques de la source. Le premier truc, c'est que les renseignements américains suggèrent que des systèmes de radar hyper avancés pourraient être fournis à l'Iran. Et ça, c'est un point de bascule massif. L'introduction de radars de pointe, ça modifie complètement l'équation de la suprématie aérienne dans la région. Attends, explique-nous pourquoi c'est si décisif, un radar OI. Eh bien, historiquement, l'avantage stratégique là-bas, c'est la capacité d'une force aérienne à pénétrer l'espace ennemi sans se faire repérer. Tu frappes vite et tu repars. D'accord, le principe de furtivité, quoi. C'est ça. Mais un radar de nouvelle génération, ça change tout. Ça détecte de beaucoup plus loin, ça repère mieux les avions furtifs et surtout, ça peut verrouiller des cibles pour les missiles antiaériens beaucoup plus tôt. Donc si l'Iran récupère ça, S'ils ont cette technologie, ils privent leurs adversaires de leur marge de manœuvre. Ça force tout le monde à revoir sa doctrine d'attaque. ce qui nous amène au deuxième détail technique du bulletin. Et honnêtement, celui-là, il fait un peu froid dans le dos. La source rapporte une affirmation non vérifiée, il faut le préciser, comme quoi l'Iran pourrait remettre ou échanger de la poussière nucléaire provenant d'installations endommagées. Ah oui, la fameuse poussière nucléaire. C'est ça. Franchement, ça sonne comme un vieux roman d'espionnage. Mais concrètement, de quoi on parle là? C'est quoi de la poussière nucléaire en fait? Alors c'est très concret. Quand une installation d'enrichissement d'uranium subit une frappe ou un sabotage, les centrifugeuses explosent et des particules microscopiques d'uranium enrichi se déposent partout sur les débris. Ok, donc c'est littéralement de la poussière. Exactement. Et pour les inspecteurs internationaux, l'AIEA et compagnie, cette poussière, c'est une preuve médico-légale absolue. En l'analysant, ils peuvent savoir exactement à quel pourcentage l'uranium était enrichi juste avant l'explosion. Ah, je vois. Donc c'est la boîte noire du programme nucléaire? C'est une super métaphore, ouais. Du coup, déplacer, cacher ou échanger ces débris, c'est brouiller les pistes de la surveillance internationale. Ça masque les capacités réelles du programme.
Et ça transforme direct un problème régional en menace de prolifération mondiale. Voilà. Et c'est là que tes 10 jours de trêve prennent un autre sens. C'est du temps gagné pour intégrer de nouveaux radars et masquer des preuves nucléaires. Donc la technologie devient l'outil central de la prochaine confrontation. Et d'ailleurs, en parlant de technologie qui redéfinit la guerre, il suffit de regarder un autre endroit du globe où la menace est déjà devenue de la destruction pure. Tu veux parler de l'Europe de l'Est? Ouais. L'Europe de l'Est offre une illustration tragique de cette escalade technologique. Les documents sont lourds. C'est l'une des vagues d'attaques les plus intenses de l'année. Des frappes simultanées, hein? Des missiles et des drones sur de multiples villes. Le coût humain, selon la source, s'élève à au moins 16 à 18 morts. Et à la fin, le bulletin sort une phrase super standard du genre « Cette escalade souligne les craintes croissantes d'un conflit prolongé et d'une instabilité durable. » Ouais, c'est le fameux langage diplomatique. On parle de crainte pour adoucir un peu la réalité de la violence, en fait. Mais c'est un vocabulaire qu'il faut remettre en question. Dire qu'on a des craintes d'un conflit prolongé, c'est complètement absurde vu ce qui se passe. Le conflit n'est pas craint, il est là. C'est la réalité brute, quoi. C'est vrai que le mot est faible. Moi, l'analogie qui me vient, c'est pas un élastique qu'on étire et on se dit « oulala, j'ai peur qu'il casse ». C'est le principe de la fatigue des métaux, tu sais, en ingénierie, comme sur un avion. Ah, je vois où tu veux en venir. À force de subir des contraintes, le métal se micro-fissure. Et dire qu'on craint que ça lâche, c'est nier que les fissures sont déjà immenses. Les 18 morts de cette attaque, c'est pas un prélude, c'est la manifestation actuelle et violente de la rupture. Et ce qui marque vraiment la rupture avec cette attaque spécifique, c'est la coordination. On n'est plus du tout dans une guerre de position classique où on se tire dessus sur une ligne de front pour gagner 100 mètres. Non, là on frappe les villes. Exactement. Utiliser des drones et des missiles en même temps sur des zones urbaines, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'escalade punitive. C'est-à-dire, En gros, tu envoies un essaim de drones pas cher pour saturer les défenses antiaériennes, et juste derrière, tu balances des missiles lourds qui passent au travers. Le but, c'est pas de faire reculer des soldats. Le but, c'est de paralyser les infrastructures du pays et de briser le moral des civils. c'est glaçant. Ouais, le palier de létalité qui a été franchi est immense. Et face à une instabilité mondiale pareille, que ce soit le risque nucléaire au Moyen-Orient ou ces pluies de missiles en Europe de l'Est, on s'attend à ce que les capitales des grandes puissances servent de piliers de stabilité. En théorie, oui. En théorie, ouais. Sauf que se passe-t-il quand l'architecture même du pouvoir de la première puissance mondiale subit ses propres secousses? Parce que les infos qui nous viennent des États-Unis dans ce bulletin, elles dessinent un paysage politique en pleine mutation. Et la politique étrangère américaine, elle est toujours intimement liée à ses propres équilibres internes. On peut pas séparer les deux. Alors, regardons cette mécanique interne. Nos sources, et je rappelle qu'on rapporte ça de manière purement factuelle, sans prendre aucun parti, parlent d'une élection spéciale dans le New Jersey. Oui, remportée par le démocrate progressiste Mejia. Exact. Et la source décrit ça comme un coup dur pour la majorité républicaine à la Chambre des représentants qui était déjà hyper mince. En parallèle, t'as l'administration fédérale qui bouge dans tous les sens. Le directeur par intérim de l'ICE démissionne après des décennies de service. Et le futur président Trump s'apprête à nommer un nouveau chef pour cette agence, plus une autre figure pour une institution clé. Voilà, c'est factuel. Mais juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, tu peux nous rappeler ce que c'est l'ICE, toujours de façon neutre. Bien sûr. L'ICE, c'est l'agence fédérale chargée de l'application des lois sur l'immigration et les douanes aux États-Unis. C'est le bras exécutif de l'État pour tout ce qui touche aux expulsions, aux enquêtes transfrontalières, à la détention. C'est une agence qui a un pouvoir énorme sur le terrain. C'est dire pourquoi tout ça est lié, il faut voir comment marchent les institutions là-bas. À la Chambre, quand t'as une majorité infime, c'est littéralement une tour de Jenga. Le jeu avec les petits blocs en bois. C'est ça. La législation, c'est la tour. Si un parti a une avance écrasante, la tour est super stable, tu peux empiler des grosses lois complexes sans que ça tremble. Mais quand ça se joue à 1 ou 2 sièges, chaque politicien est un bloc critique. C'est super fragile en fait. Exactement. Le moindre mouvement ou l'ajout d'un bloc de l'opposition, comme avec ce siège dans le New Jersey, ça menace de bloquer toute la structure législative. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que ce blocage au Congrès, il a un effet de vase communicant direct avec les agences comme l'ICE. Ah ouais. Comment ça? C'est le principe du pouvoir administratif moderne. Quand le Congrès est trop divisé pour réussir à voter des lois, le pouvoir, il s'évapore pas. Il se déplace. Il glisse du législatif vers l'exécutif, et particulièrement vers ces immenses agences fédérales. Donc en gros, vu qu'on ne peut pas créer de nouvelles lois, l'exécutif utilise les lois qui existent déjà, mais en changeant complètement la façon dont elles sont appliquées sur le terrain. C'est exactement ce mécanisme.
Quand le directeur de l'ICE, qui a des décennies d'expérience, démissionne, c'est la mémoire institutionnelle qui s'efface. En plaçant de nouveaux dirigeants à la tête de ces agences, l'exécutif peut imposer sa volonté sans avoir à négocier des votes impossibles au Congrès. C'est le contrôle direct du terrain, en fait. Voilà. L'agence décide de qui on arrête en priorité, comment on alloue le budget. Celui qui contrôle l'agence contrôle la politique. Le Congrès peut bien être bloqué, l'agence, elle agit. Ce transfert de pouvoir au sommet de l'État, c'est déjà énorme. Mais le plus fou dans notre bulletin du jour, c'est le contraste avec le terrain. Pendant que Washington réorganise sa bureaucratie, le pays physique encaisse une série de crises qui s'enchaînent à une vitesse irréelle. Ouah. On entre dans ce que j'appelle la charge cognitive de l'État. Savoir combien de chocs simultanés une société peut encaisser. La charge, elle a l'air critique. D'un côté, t'as le système judiciaire qui est sous les projecteurs avec des affaires super sombres. Nos sources mentionnent un chanteur arrêté sans caution, lié au meurtre d'un adolescent de 14 ans, dont les restes ont été trouvés l'an dernier. C'est sordide. Ouais. Et à côté de ça, une arrestation ultra rapide. Une femme recherchée pour un meurtre depuis 2020, qui se fait coincer juste après avoir été mise sur la liste des fugitifs les plus recherchés. La justice qui rattrape le passé, quoi. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a une tragédie qui frappe directement la sphère politique. Un ancien lieutenant-gouverneur de Virginie et sa femme retrouvés morts. Meurtre-suicide présumé. Tout ça, ça sature complètement l'espace médiatique. Ça monopolise l'attention du grand public sur les failles du système et les tragédies de ceux qui ont l'autorité. Et ça, c'est que le côté société et justice. Si on regarde l'infrastructure physique du pays, c'est l'asphyxie totale. Ah oui, les histoires de vols annulés. Un ordre fédéral vient de tomber pour supprimer presque 400 vols par jour dans certains aéroports. 400 vols. Juste pour essayer de sauver un système logistique qui coule sous les retards. C'est une rustine énorme sur un système qui craque. C'est ça. Et la nature rajoute une couche par-dessus. Le bulletin parle de météo extrême, grêle, vent destructeur et possibles tornades balayant le Heartland, le Midwest et le Nord-Est américain. Ça menace des millions de personnes. En fait, c'est là qu'il faut vraiment prendre de la hauteur. Regarde le grand écart que l'État fédéral doit faire. D'un côté, il gère des crises existentielles mondiales, des histoires de poussière nucléaire et de blocus militaire. Ouais. Et de l'autre, ce même gouvernement est obligé de tailler à la hache dans ses propres vols commerciaux parce que son infrastructure civile s'effondre. Le contraste entre la puissance impériale qu'on projette à l'étranger et la fragilité logistique à domicile, c'est vertigineux. La vulnérabilité de la bande passante institutionnelle, quoi. Exactement. Comment un gouvernement peut rester concentré sur l'Europe de l'Est quand des tornades ravagent le Midwest et que ses propres anciens élus finissent dans des drames sanglants? C'est pas juste une liste de faits divers, ça montre que la machine étatique est poussée à sa limite absolue. Mais il y a un truc fascinant avec l'appareil d'État, c'est qu'il a toujours des soupapes de sécurité qu'on n'attend pas. C'est la toute dernière ligne de notre dépêche qui montre ça. Ah oui, le truc sur les prisonniers. Ouais. La libération de plus de 4500 prisonniers dans le cadre d'une amnistie traditionnelle pour le Nouvel An. Honnêtement, quand j'ai lu ça, ça m'a semblé atterrir d'une autre dimension. C'est totalement paradoxal. Le même système étatique, froid et bureaucratique, qui annule 400 vols par décret ou qui traque des particules nucléaires, se révèle capable d'un acte de clémence de masse, juste au nom d'une tradition culturelle. D'un seul coup de stylo, des milliers de personnes sont libres. C'est ça. Au milieu des radars furtifs et des tornades, l'administration garde des leviers juridiques absurdes ou merveilleux pour relâcher soudainement la pression sociale. Ça fait redescendre un peu la température. C'est fascinant de voir toutes ces strates s'empiler. En fait, l'exploration de nos sources aujourd'hui, elle nous permet de tracer une ligne rouge entre tout ça. Tout est connecté en fait. Exactement. Les radars au Moyen-Orient et les essaims de drones en Europe, ça redessine la carte militaire. Ce stress géopolitique, il pèse direct sur Washington, où un simple siège dans le New Jersey fout le Congrès en l'air. Ce qui force l'utilisation des agences fédérales. Voilà, on gouverne par décret via des agences comme l'ICE. Et tout en bas de la chaîne, l'infrastructure physique du pays craque, l'espace aérien est mutilé et les citoyens se prennent des tempêtes météo et des chocs sociétaux en plein visage. C'est pour ça que comprendre l'actualité aujourd'hui, c'est plus juste lire des infos isolées. C'est vraiment cartographier les frictions, tu vois. Ouais, repérer où ça coince. Exact. Les points de rupture, qu'ils soient militaires, politiques ou climatiques, ils demandent tous une réponse de l'État. Et si on sait observer comment l'énergie de ces crises se déplace d'un point à l'autre, on est intellectuellement outillé pour affronter le prochain grand choc. C'est clair.
Ce qui m'amène d'ailleurs à une dernière réflexion, un truc à garder en tête après cette analyse. Aujourd'hui, on a un accès quasi omniscient aux données. On sait en temps réel qu'il y a un enjeu d'uranium à un bout de la planète et un drame judiciaire local à l'autre bout. L'hyperconnexion absolue. Voilà. Et la question que je me pose, c'est est-ce que cette exposition quotidienne, presque intime, à la mécanique de tous ces effondrements, ça fait de nous une société plus résiliente, plus stratégique? C'est une vraie bonne question. Ou alors, est-ce que, submergé par cette complexité dingue, on finit pas juste par se désensibiliser collectivement en acceptant l'état d'urgence permanent comme un voyant rouge de plus sur le tableau de bord de l'histoire? Je vous laisse y réfléchir, merci de nous avoir suivis pour ce décryptage, et à la prochaine.